Samedi, c'est bon. Samedi, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, mais et le petit Kenkeliba là, Bangoba. Ouais, quand on a des caméramans qui font 6 enfants, comment voulez-vous qu'on ait du Kenkeliba maintenant tous les matins? Faut-il s'occuper des enfants ou bien de ceux qui travaillent ici, hein? Bangoba. Bientôt une équipe nationale dans sa famille. Voilà, alors on est de retour pour parler de réconciliation nationale dans notre pays et c'est un décret du président de la République, professeur Alpha Condé, qui a mis en place une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Et ce matin, nous recevons pour vous El Hadj Seni Fassine Silla, et puis Monsieur Dani Aïda qui est consultant. Bonjour El Hadj. Bonjour. Bonjour Monsieur Aïda. Bonjour Monsieur Condé. Soyez les bienvenus sur ce plateau pour Merci. parler de réconciliation nationale dans notre pays. Merci. C'est vrai qu'on en a besoin. Alors, quand on dit commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, c'est-à-dire que c'est un processus qui est engagé. Tout à fait, oui, Monsieur Condé. On ne parle pas tout de suite de réconciliation, mais on réfléchit déjà à quelle stratégie, quel mécanisme mettre à place pour la réconciliation. Et on dit provisoire. Ça veut dire que, alors, on veut être... Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Oui, tout à fait. Ces deux concepts, provisoire et puis commission provisoire de réflexion. Voilà. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour Monsieur Condé, bonjour à tous les auditeurs. Ouais. Et nous faisons la louange à Allah. Mm. Nous parlons ici au nom de deux éminentes personnalités religieuses. Le grand imam de la mosquée Faisal de Conakry et l'archevêque de Conakry, les personnalités auxquelles le président de la République a bien voulu confier cette réflexion. Vous le disiez tout de suite à l'entame, c'est à la suite de deux décrets présidentiels que la commission provisoire de réflexion s'est invitée dans le paysage institutionnel de notre pays. Le décret de mise en place que vous avez rappelé tantôt, Oui. et ensuite le décret de nomination des personnes chargées d'animer cette commission, en l'occurrence les personnalités que je viens de nommer. Donc, il s'agit effectivement d'une commission provisoire. Cela a été fait à dessein pour que les Guinéens ne se disent pas tout de suite qu'il s'agit d'une commission qui doit réconcilier les Guinéens entre eux, c'est-à-dire une commission qui est déjà chargée de vider les contentieux. Il ne s'agit pas de cela. C'est une démarche de prudence que la Guinée a bien voulu adopter en se disant, voilà, nous sommes des autorités, en parlant du président de la République, je peux déjà mettre une commission de réconciliation en place, comme cela s'est vu dans d'autres pays, mais on s'est dit non. Il est important, puisque le processus de réconciliation est un processus inclusif et participatif, il est important de prendre en compte les opinions, les perceptions et les attentes des populations dans la mise en place du mécanisme qui va finalement s'occuper de la réconciliation. C'est pour cela qu'il est précisé que c'est une commission provisoire et on a dit de réflexion. Mais malgré cela, je vous dis tout de suite qu'il y a beaucoup de confusion de genre là-dessus. Justement, c'est pour ça moi, la première question, c'était de lever ces confusions. Voilà, exactement. Je vois qu'on part beaucoup trop vite en besogne. Exactement. On commence à porter des jugements, on a des a priori, on a des préjugés, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'on attend de chacun et de tous, parce que la paix quand même est une responsabilité individuelle d'abord, avant d'être collective. C'est-à-dire qu'on attend de chacun un soutien, un apport. Okay, tout à fait. Oui, Monsieur Dani, vous êtes consultant, vous êtes venu en appui justement à cette commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Oui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces deux notions, provisoire et réflexion? Voilà, je crois que Alhaji Silla l'a assez bien précisé. Il s'agit d'une démarche
méthodologique. L'histoire de la Guinée ne date pas d'hier. Et depuis l'indépendance, le pays a connu une situation qui préoccupe aussi bien les dirigeants que les citoyens. Et si on considère la Guinée depuis l'indépendance, le 2 octobre 1958 seulement, on reconnaît que le pays a connu des situations de violence graves, massacres, violations des droits humains, et toutes situations qui ont engendré une certaine rupture dans la cohésion sociale, et avec des situations d'impunité et autres. Et tout le monde en parle. Mais quelle est la solution pour que les Guinéens acceptent de se parler, acceptent de se dire qu'en posant tels et tels actes, on se comprendrait mieux, le vouloir vivre collectif va être renforcé et que cette nation sera plus forte. Je crois que ce sont ces réflexions qui ont poussé les parties prenantes, notamment les dirigeants de Guinée, leurs partenaires et un certain nombre d'acteurs du pays à s'entendre, à mettre en place un processus. Et c'est ce processus-là qui est arrivé à une étape de consultation des populations. Et il appartient aux populations de proposer des mécanismes appropriés pour faire face à ce passé du pays. Alors, on a connu des expériences de réconciliation, on a parlé de vérité-réconciliation dans certains pays, notamment au Rwanda, et puis il y en a eu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, Est-ce que la Guinée, est-ce que vous, en tant que consultant, ça veut dire que vous avez suivi ces expériences dans ces pays, est-ce que là, vous avez commencé déjà à vous appuyer sur ces expériences pour voir comment, du côté de la Guinée, on peut aussi renouveler des éléments de ces expériences? Oui, il s'agit de réconciliation nationale. C'est une expérience qui a été connue dans beaucoup d'autres pays. Vous avez cité en particulier l'exemple de l'Afrique du Sud et l'exemple du Rwanda. Je dois préciser à ce niveau que lorsque la commission a été mise en place, il a été demandé de ne pas faire du copier-coller. Il est important effectivement de s'inspirer de l'expérience des pays qui ont déjà connu ce processus de réconciliation nationale. C'est pour cela d'ailleurs que quand la commission a été mise en place, la toute première démarche pour les coprésidents, à savoir l'imam et l'archevêque, la toute première démarche a été d'effectuer des voyages d'études dans un certain nombre de pays pour renforcer leurs capacités et essayer de s'outiller sur les concepts de justice transitionnelle et aussi sur les concepts de réconciliation nationale. C'est ainsi que des voyages d'études ont été organisés en Afrique du Sud d'abord, ensuite au Rwanda et aussi au Ghana. N'est-ce pas? Et c'était justement en raison de l'expérience vécue par ces différents pays en matière de réconciliation pour que ce qui a été fait là-bas puisse être regardé aux fins de réplication, mais en tenant compte des spécificités socio-culturelles de notre pays. Donc oui, effectivement, nous nous inspirons de l'expérience de ces pays, mais nous avons d'ailleurs à cet effet mis en place un comité consultatif, un groupe de personnes ressources nationales dans le sens de l'implication positive de l'expertise nationale pour accompagner le cabinet afin que les valeurs socio-culturelles chères à la Guinée puissent être effectivement observées dans la conduite du processus de consultation nationale. Docteur, Monsieur Aïda. Oui. Alors, c'est un processus, comme tout processus, il est évolutif, il connaît des étapes. Et ces étapes-là permettent évidemment à la Guinée, et elle a insisté tout à l'heure sur la spécificité, la Guinée s'inscrit au fait dans une démarche qui lui permet de tenir compte des méthodes. Quelles sont les normes au niveau international qui permettent de faire face au passé du pays pour régler durablement des questions relatives aux violations massives des droits humains. C'est à ce propos que
en termes, par exemple, de recherche de la vérité. Il faut que les gens sachent et s'accordent sur qu'est-ce qui s'est passé, comment nous qualifions ces faits-là. Donc, ces aspects-là nécessitent que, eh bien, dans le cas des consultations, des gens se prononcent. Et il en est aussi de la dimension justice par rapport à la gravité des faits et à différentes catégories de violences qui ont été commises. Il faut bien que des gens se prononcent sur, eh bien, l'approche qui est adaptée. Vous reconnaissez que en permanence, la justice opère dans un pays. Mais il se fait que dans la vie d'un pays, eh bien, il y a des faits qui, à un certain moment, que la justice, telle qu'elle est organisée dans la République, ne pourrait pas y faire face de façon convenable. C'est ça qui amène un pays comme la Guinée, même s'il n'a pas connu des crises comme une guerre civile, comme le Rwanda en a connu, comme le Burundi en a connu, ben, à regarder dans son même un peu en rétroviseur. Afrique du Sud, parce qu'au début, il y avait les Inkatha Zoulou contre l'ANC. L'Afrique du Sud a connu une longue période d'apartheid avec des violations oui. massives des droits humains. Donc, on en vient aujourd'hui en Guinée à se dire, ben, si nous ne sommes pas très fiers de notre passé, ben, quels sont les mécanismes qui nous permettraient de nous réconcilier en faisant quand même, en respectant certaines normes au niveau international. C'est ça qui engage le processus de justice transitionnelle qui est en cours et qui permettrait à terme de mettre en place une commission ou bien toute autre forme de mécanisme dont le rôle serait maintenant d'aller à l'écoute des victimes, des auteurs et d'autres citoyens pour trouver des mécanismes, soit pour juger des gens, soit pour réparer des torts qui ont été commis, des préjudices que d'autres ont subis, ou alors pour aussi engager certaines réformes au niveau institutionnel pour que ces faits-là ne se répètent plus dans le pays. C'est ça l'objectif et c'est ça qui demande qu'il y ait une certaine rigueur dans la démarche, une certaine patience aussi, parce que c'est très facile, vous savez, les initiatives de réconciliation se multiplient, mais elles n'ont pas les mêmes effets. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que chaque chose se fait en son temps. Sur une longue durée. Et nous pensons que cela les met dans une certaine position de participer à ce processus. Et le comité de consultation, le comité consultatif que nous avons mis en place, nous avons mis là-dedans les représentants des grands partis politiques, de la société civile et aussi des points focaux que nous avons choisis dans un certain nombre de départements ministériels directement concernés par ce processus. Donc, ce que nous attendons de l'ensemble de ces acteurs-là, c'est leur participation, c'est leur implication. Et surtout la bonne foi des uns et des autres. Bon, la bonne foi, oui, effectivement, la bonne foi. En tout cas, ce que nous avons fait essaie de susciter cette bonne foi-là. Maintenant, nous allons le voir, puisque les consultations ont été lancées, comme on vous le disait tout à l'heure, depuis le 7 mars. Tous les jours, le débriefing nous est fait, nous voyons un peu comment ça se passe. Nous pensons qu'il y a une implication quand même des populations, et cela dénote quand même de la manifestation de bonne foi de la part d'un certain nombre d'acteurs majeurs du processus. Monsieur Aïda. Oui, vous avez évoqué la prégnance de la chose politique et puis de l'impact du phénomène ethnique sur la situation de la Guinée. Nous, notre rôle dans ce processus, c'est d'appuyer de façon technique la CPRN dans ces réflexions qui sont menées. Nous tenons à la diversité des acteurs et à la diversité des opinions. Nous avons, depuis notre arrivée, entendu beaucoup de choses, nous avons lu beaucoup de choses, et nous sommes contents de constater que des gens n'ont pas de difficulté à s'exprimer. Des gens ont un vécu, des gens ont leur position sur des instruments de question. Mais le processus actuel n'est pas un processus politique, il ne s'agit pas d'un processus électoral. C'est pas... Au finish, ce qu'on attend, c'est que c'est un document qui sera applicable par tout le monde, à toute époque de la vie de ce pays. Et nous nous attendons à ce que nous puissions aller collecter les opinions des Guinéens dans leur diversité, dans le rôle qu'ils jouent actuellement. Et dans le cadre de ces consultations, nous avons identifié un certain nombre de personnes ressources, parmi lesquelles des acteurs politiques, des acteurs de la société civile auxquels sont administrés les différents questionnaires qui ont été élaborés. Alors, l'implication de ces acteurs est assez importante parce que ils seront assez
intéressé à la fin du processus de constater que l'analyse qui est faite reflète non seulement ses opinions, mais propose des mécanismes en termes de voie à suivre pour arriver à la réconciliation. Et ce sera assez intéressant pour les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, de constater que ce qui est proposé va au-delà de ces clivages qui sont constatés aujourd'hui et ça va pouvoir contribuer à résoudre même certaines situations résiduelles qui, peut-être sur le plan, par exemple, du processus démocratique dans son ensemble, peuvent être considérées comme des écueils aujourd'hui. C'est pour cela que nous n'avons pas de difficulté. C'est assez bien d'ailleurs de constater qu'il y a pas d'obstacle au niveau politique. Tout le monde participe, tout le monde est à l'écoute. Et c'est bon de constater qu'au moins il y a cette unanimité-là. Je pense que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à la tête de cette commission, deux personnalités qui peuvent être au-dessus de la mêlée ont été identifiées et jouent assez bien leur rôle. Donc notre mission consiste à les accompagner de façon technique et à nous assurer que les exigences sur ce plan-là sont respectées. Et là-dessus, nous sommes tout en confiance. Ouais, d'accord. Alors, je voudrais bien vous avez parlé de que moi, je voudrais savoir pour une telle action, une telle entreprise, parce que vraiment, c'est de l'émotion, c'est du mouvant. Quels sont les freins, quelles sont les limites, en quelque sorte, aujourd'hui? Quelles peuvent être les limites? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des freins, des obstacles? C'est ce que j'appelle les limites qui se posent et il va falloir repousser pour que les choses se passent pour le meilleur des cas. Si je dois me prononcer sur cette question, les limites telles que nous les vivons à l'heure actuelle, c'est le déficit de communication. Et c'est pour ça que nous sommes heureux de nous retrouver sur votre plateau, M. Condé. D'accord. Il y a un déficit criard de communication à l'appui de ce processus. Pour diverses raisons, nous n'avons... Il y a un déficit de communication, mais une mauvaise perception aussi pour certains de ce que c'est que cette commission provisoire de réflexion. Oui, justement, cette mauvaise perception aurait dû être corrigée par une bonne stratégie de communication et de mobilisation sociale. Ce n'est que malheureusement assez dernièrement que nous avons pu avoir une personne ressource en la personne qui nous a introduit ici pour s'occuper de ce problème de communication. Bon, les raisons, je ne vais pas les invoquer ici, mais il faut quand même signaler que nous en appelons franchement à une meilleure implication, à une beaucoup plus grande participation des médias pour porter ce processus, parce que c'est un processus unique pour la Guinée, c'est un processus très innovant. Il est important que les populations adhèrent, parce que tout ce que nous avons fait, excusez-moi, depuis que nous sommes en place, c'est d'amener c'est d'arracher l'adhésion des populations au processus. Parce que, en fait, le succès du processus de consultation dépend de cette adhésion-là. Donc, l'écueil principal, c'est cela. Mais vous avez cité un certain nombre de problèmes qu'on ne peut pas occulter, à savoir les problèmes politiques, la défiance et le problème criard de l'ethnicité. Je vais vous dire, c'est peut-être une diversion, mais c'est important que les Guinéens le sachent. Dans une certaine préfecture, il nous a été rapporté, au cours de nos différentes missions de sensibilisation que nous avons organisées à travers le pays, qu'un jour, il s'est produit un accident quelque part. Je ne dirai pas quel est le lieu. Un monsieur de très bonne foi qui vient dans sa voiture s'arrête. Une fille est accidentée. Il la prend dans l'esprit de lui apporter du secours. Assistance à personne en danger. Transporte la personne, la blessée, la petite blessée à l'hôpital. Entre-temps, les parents de l'accidenté sont alertés, ils sont venus à l'hôpital. Pendant que le monsieur est en train de s'affairer auprès des médecins pour apporter les soins, ce n'est pas lui qui est à la base de l'accident. On constate que c'est un monsieur d'une autre ethnie. C'est horrible.
Et ce monsieur, il a failli y laisser sa vie, sa peau, s'il n'avait pas bénéficié d'autres secours pour s'échapper, mais la voiture qui a aidé à transporter la petite blessée à l'hôpital a été calcinée. C'est pour vous dire à quel point on est arrivé. Son bienfait se retourne contre lui. Il a failli y laisser sa peau. J'ai simplement dit ça pour que c'est mieux comme ça de le dire sans plus. À quel point nous sommes arrivés, n'est-ce pas, dans les contradictions dans notre pays. Donc, on n'occultera pas qu'il y a un certain nombre de problèmes politiques, ethniques, régionalistes, comme frein. Mais ce n'est pas par hasard que les coprésidents ont été choisis en la personne de l'imam de la grande mosquée. L'imam de la grande mosquée de l'archevêque de Conakry. Quand les gens nous reprochent d'avoir traîné les pas, ils n'ont jamais compris pourquoi. Il faut traîner les pas. C'est une démarche de prudence. Nous mettons cette affaire en prière à tout moment. Les coprésidents mettent l'affaire en prière, n'est-ce pas? Ils appellent Dieu à toucher le cœur des Guinéens pour participer. Sinon, je vous assure, avec tous les clivages que nous connaissons dans notre pays, il n'était pas évident qu'on en arrive là. Mais à l'heure actuelle, puisque nous sommes dans le feu même des consultations, l'écueil que nous pas dénoncer, que nous disons que nous relevons le plus, c'est bien la communication. Et cela, autant que les médias peuvent nous apporter leur appui, franchement, nous le souhaitons. D'accord. Oui. Non, les difficultés, les écueils sont connus, et c'est pour ça que nous sommes là. Nous n'allons pas en parler plus qu'ils sont déjà connus, mais ce qu'il faut peut-être indiquer, c'est l'approche qui permet de façon composite d'aller au-devant de la population et d'amener les Guinéens dans leur diversité, y compris les compatriotes guinéens qui vivent à l'étranger, de participer à ce processus. Actuellement sur le terrain, dans toutes les régions de Guinée, il y a des discussions en cours. Il y a des discussions qui se passent entre nos assistants de recherche et des personnes identifiés dans les différentes communautés, parce que ces gens sont détenteurs d'informations, ont été des témoins de l'histoire, ou bien aujourd'hui, dans l'organisation sociale de leur communauté, bien sont en mesure de parler au nom d'un grand groupe d'acteurs. Il y a aussi des focus groups qui permettent de prendre un groupe homogène de citoyens et citoyennes et d'aborder les différentes thématiques des consultations avec eux. Il y a ce que nous appelons l'enquête quantitative. Nous voulons adresser entre 4 000 et 6 000 Guinéens et Guinéennes et les amener à se prononcer sur les différents aspects du processus qui peut amener ce pays à se réconcilier avec lui-même. Je disais à l'instant que c'est assez important. Ce qu'elle a déjà soulevé à l'instant, ça interpelle tout le monde. Dans une nation, dans un pays, il y a des valeurs qui amènent des gens à se donner la main pour vivre ensemble et être heureux ensemble. Ces valeurs-là existent certainement en Guinée, mais la gravité des faits de contentieux du passé fait que ces valeurs ne sont pas visibles, n'agissent pas aujourd'hui dans la communauté. Et la seule façon d'arriver à colmater les brèches, c'est d'avoir le courage de s'impliquer dans le processus actuel. C'est d'avoir le courage d'attendre à ce que un mécanisme se mette en place et que ce mécanisme implique les Guinéens et Guinéennes dans leurs différentes composantes pour que, au finish, on comprenne que la réconciliation, ça ne va pas être décrété. On ne va pas un jour se lever pour dire on est réconcilié. Chacun apportera du sien. Et peu à peu, on verra que on n'a plus de difficulté à se dire la vérité, à collaborer ensemble, à ce que ce pays avance et à être fier de ce qu'on sera amené à réaliser ensemble. D'accord. Alors, à ce stade du parcours, quel bilan pouvez-vous faire des consultations? Des consultations.
Et de la réflexion déjà. Non, la réflexion, elle a déjà eu lieu parce que vous avez mis en place un processus. Maintenant, les consultations. Quel bilan, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces consultations? Bon, en matière de bilan, l'expert d'ALG chargé de conduire ces consultations va en dire mieux que moi. Ce que je peux en dire moi, c'est que depuis le 7 mars que les consultations ont été lancées, je le disais tantôt, journellement, un débriefing nous est fait, une remontée de toutes les informations sur l'ensemble du territoire, parce que nous avons des coordinations des antennes régionales de la CPRN dans les 7 régions administratives plus Conakry. Et nous avons des points focaux dans les 33 préfectures du pays et dans les 5 communes de Conakry, à savoir 2 points focaux par préfecture et par commune de Conakry. Cela nous donne la possibilité de balayer en temps réel les activités qui sont en train de se mener dans l'ensemble du pays. Et donc, ce débriefing nous fait savoir que les consultations sont en train de se mener, quasiment pas si mal que ça. Il faut peut-être noter, parmi les écueils, je ne l'avais pas noté dans ma prise de parole précédente, que nous avons eu quand même suffisamment de problèmes de logistique. Il ne faut pas l'occulter. Donc nous avons eu beaucoup de mal à transporter nos assistants de recherche chargés d'administrer les questionnaires aux populations. Nous avons eu de la peine à les transporter. Et aujourd'hui, justement aussi, cette difficulté persiste et au jour le jour, nous faisons de notre mieux pour apporter les correctifs possibles. Mais en tout cas, le travail est en train de se mener. Les enquêtes sont en train de se mener. Les enquêtes quantitatives sont, comme Dany l'a dit tout à l'heure, sont en train d'être faites. Et il y a 2 jours, nous avons engagé le processus des consultations qualitatives. Maintenant, peut-être les derniers chiffres, s'il y a des chiffres, c'est le consultant qui pourrait effectivement nous le dire. Alors, Monsieur Aïda, vous avez la lourde charge. Charge de nous parler, de nous faire un bilan provisoire. Tout à fait. J'essaierai de ne pas vous décevoir, mais je ne me hasarderai pas à vous donner des chiffres parce que le temps de quitter notre bureau pour arriver ici, des choses ont dû changer. Mais ce qui est positif, et là, il a raison d'insister là-dessus, c'est que nos agents de collecte ont reçu partout, dans toutes les régions, l'accueil qu'il faut. On ne nous a pas signalé qu'ils ont été refoulés quelque part. Les discussions se mènent comme il faut. Et nous avions des inquiétudes. Est-ce que le temps imparti, on voulait en 4 semaines consulter entre 6 000 et 8 000 Guinéens dans les différents espaces. Dans les 33 préfectures, c'est sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, y compris, nous avons identifié aussi 500 Guinéens de l'étranger dans une dizaine des principaux pays d'immigration des Guinéens. Et à ce niveau, s'il faut parler de bilan, je dirais que nous avons le questionnaire qui est en ligne. Le site web de la CPRN pour ces consultations, c'est cprn-guinée.org. Sur ce site, il y a beaucoup d'informations. Il y a aussi le lien vers la plateforme pour répondre en ligne. Et là-dessus, je crois qu'il faut jeter des fleurs à nos frères et sœurs de Guinée parce que c'est innovant. Beaucoup de pays africains ont fait des consultations de ce genre et n'ont pas utilisé l'Internet. La Guinée a décidé de le faire. Le résultat à mi-parcours, c'est que c'est assez bien. Au niveau national, il y en a des gens qui sont dans leur bureau, dans les cybercafés ou même chez eux à la maison et qui répondent aux questionnaires. Nous trouvons ça très positif. Il y a des Guinéens de l'étranger qui ont commencé à réagir. Et depuis 2 jours, il y a de la publicité qui se mène sur les différentes plateformes des médias sociaux comme Facebook, Twitter et Google qui permettent à des Guinéens d'interagir avec les équipes de volontaires que nous avons sur place ici à Conakry. Je peux dire que par rapport au planning qui est établi, nous sommes dans le bon rythme. Maintenant, en termes de chiffres, en ligne, nous avons déjà reçu environ 300 réponses sur les 500 attendus. Je crois que c'est très positif. Les saisies, simultanément, nous faisons une saisie. J'invite d'ailleurs la RTG à passer à CPRN au cours de la semaine pour voir comment
des jeunes volontaires guinéens sont en train de rentrer dans les ordinateurs là-bas, les données qui proviennent des différents endroits du pays. D'ici à mercredi, vous viendrez par vous-même constater où nous en sommes. Donc pour vous aider à le faire, je ne vais pas me hasarder à donner des chiffres ici parce que les choses changent beaucoup. Très bien. Bon, vous avez parlé tout à l'heure des points focaux que vous avez dans les 33 préfectures du pays. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que les rapports qui vous parviennent, est-ce que par rapport à leur objectivité, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment objectif et qu'on peut prendre en compte les éléments présentés par ces rapports? Tout à fait, M. Condé. De ce côté, nous ne nous faisons pas de soucis. D'accord. La CPRN est à l'image d'une pyramide. Au sommet se trouvent les coprésidents. Ils ont... maintenant, les phases intermédiaires, ce sont des techniciens, y compris le cabinet. Mais les coprésidents ont tenu à une originalité. C'est pour ça que nous disons que c'est un processus innovant. Ils ont dit, à la base, les points focaux doivent être à notre image. Les points focaux, ce sont des gens porteurs de valeurs religieuses. Ce sont des curés, ce sont des prêtres, ce sont des imams, ce sont des muezzins, comme tu en as. Voilà. D'accord. Tu comprends, non? Nous avons mis du soin à identifier et à coopter les points focaux. Ce n'est pas par hasard. Parce que ces points focaux, ils vivent avec les populations, ils vivent dans les populations. C'est eux qui sont chargés de la mobilisation sociale. Les assistants de recherche, quelle que soit leur technicité, quelle que soit leur motivation, quand ils viennent dans une localité, s'ils n'ont pas l'accueil et l'intégration, qui leur facilite l'intégration, ce n'est pas possible qu'ils travaillent. C'est pour ça que nous avons mis du soin à choisir les points focaux. Nous avons dit que ce sont des gens du terroir, des gens qui sont porteurs d'un certain nombre de valeurs religieuses, qui ont de la notoriété dans leur localité, qui sont respectés et qui ne souffrent pas de beaucoup de contestations, pour qu'une fois les agents de recherche, de collecte arrivés sur place, ils puissent les porter et les diriger vers les cibles qui, elles aussi, ont été préalablement déterminées, parce que nous avons procédé à un travail d'échantillonnage des populations pour faciliter le travail d'administration des questionnaires. Donc, à ce niveau, on ne se fait pas de soucis. D'accord. Ah oui. Évidemment, et je complète, parce que la qualité des données que nous recevons, évidemment, ça fait l'objet d'une vérification, j'allais dire d'une double vérification. Les assistants ont été formés pour administrer un questionnaire. Ils ont eu à tester ces outils avant d'aller sur le terrain. Maintenant, une fois sur le terrain, il y a des superviseurs qui s'assurent à ce que le travail se fait bien. Les fiches qui nous arrivent à Conakry sont des fiches qui sont vérifiées et nous procédons à une double saisie pour nous assurer de la qualité de ces données-là. Et in fine, le traitement qui sera fait permettra également à CPRN, par rapport aux différents acteurs impliqués, de vérifier que ces données sont conformes aux normes qui ont été définies au départ. D'accord. Alors maintenant, quelles sont les perspectives, quelles sont les prochaines étapes de ce processus? Très bien. Nous espérons, Inch'Allah, que le 6 avril, nous aurons bouclé l'étape des consultations. Oui. En ce moment-là, les données sont en train d'être remontées au fur et à mesure. Nous n'allons pas attendre la fin pour remonter, mais au fur et à mesure, les données sur lesquelles nous pouvons mettre la main sont remontées. Et Dani en a parlé tout de suite, les saisies sont en train d'être faites. Il s'agit donc de faire un traitement, une analyse approfondie de ces différentes données, de procéder à leur consolidation. Si le temps nous le permet, nous allons procéder à leur validation au niveau régional et ensuite au niveau national, pour que ceux qui se sont donné la peine de répondre aux questions puissent savoir s'ils se retrouvent dans le rapport que nous allons leur présenter. Donc, les prochaines étapes sont ces étapes... Est-ce que vous prévoyez de diffuser ces rapports? C'est-à-dire que les points focaux reçoivent les rapports et qu'ils puissent rencontrer les personnes qui ont donné leur avis, leurs opinions, c'est-à-dire que tous ceux qui ont participé
justement à ces consultations? C'est les assistants de recherche déjà qui remontent. Les points focaux, leur charge, c'est de faciliter. Mais comment vous allez faire pour partager avec tous ceux qui ont participé? Voilà, c'est cette étape que j'ai appelée la validation. Si le temps nous le permet, nous ferons une validation régionale. Très bien. Ensuite, lorsque nous aurons consolidé les rapports régionaux en un rapport national, nous allons aussi faire la validation de ce rapport national avant de l'assortir de recommandations et de le présenter au commanditaire qui est Monsieur le Président de la République et d'en faire une diffusion large de tout le machin. À ce niveau, je dois avoir une pensée pour l'Union européenne qui s'est déjà manifestée pour le financement des étapes de la validation et de la cérémonie officielle de remise du rapport final. Puisque vous mentionnez l'Union européenne, peut-être faut-il faire droit aux autres partenaires parce que ce processus est fortement appuyé par les partenaires de la Guinée, le système des Nations Unies à travers le PNUD, le Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Fonds de consolidation de la paix, l'UNICEF sont fortement impliqués. Récemment, il y a OSIWA qui apporte du sien aussi. Le gouvernement apporte du sien. Nous avons actuellement depuis quelques jours du renfort en logistique, notamment des véhicules. Je crois que c'est assez intéressant pour être mentionné. Maintenant, par rapport aux résultats, vous voyez, l'analyse sera faite. Et elle a déjà parlé de rapports et de restitutions. Ce qu'il faut attendre de majeur de ce processus, c'est la feuille de route. Quelle est la feuille de route vers la réconciliation nationale? Et normalement, en faisant cette analyse, nous devons être en mesure de préconiser à l'exécutif un certain nombre de démarches à mener. L'exécutif, les acteurs sociaux, les partenaires de la Guinée, dans leur diversité, doivent savoir quelle démarche mener pour que la réconciliation soit effective en République de Guinée. Je crois que c'est l'attente qu'il faut avoir par rapport à ce processus. Et là-dessus, tous les ingrédients sont là pour que nous soyons en mesure, de façon collective, de mener cela. C'est pour cela que moi, je n'insiste pas trop sur... Nous ne sommes pas tellement redevables des personnes individuellement prises qui ont eu à faire une contribution en répondant à une question. C'est un échantillonnage qui est neutre, mais représentatif. Nous restituerons à l'ensemble de la nation. Les médias, comme la RTG, auront à amplifier le message quand le moment viendra. D'accord. Avant de donner la parole au... Non, juste une minute pour appuyer ce que Dani a dit. En matière de finalité, effectivement, il faut que les gens comprennent que la finalité de ce travail, c'est de produire ce rapport. Mais c'est aussi que ce rapport serve à l'exécutif à mettre en place un mécanisme pour aller à la véritable étape de réconciliation nationale. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que les gens le sachent. Nous n'allons pas faire une consultation pour les consultations et mettre le rapport dans les tiroirs. Les faits recherchés, c'est que les opinions, les attentes qui seront consignées dans le rapport servent à l'exécutif pour la mise en place maintenant du véritable mécanisme de réconciliation nationale. Et c'est cela que je voulais juste apporter comme précision. D'accord. Tout à l'heure, nous allons passer la parole à nos téléspectateurs parce que j'imagine que c'est un sujet extrêmement important et que les gens ont envie de réagir. Moi, j'ai deux dernières questions à vous poser avant de passer la parole à nos téléspectateurs. Je vais aller droit au but. Pour qui travaillez-vous? Pour le président de la République, le gouvernement ou pour la Guinée? Moi, je préfère dire que nous travaillons pour la Guinée. Nous travaillons pour la Guinée. Je le dis parce que... Connaissant très bien mon pays, voilà, nous travaillons. La suspicion et la crise de confiance dont je parlais. Parce que les gens vont dire, c'est Monsieur Aïda est payé par, je ne sais pas, le système des Nations Unies ou par l'Union européenne ou le système des Nations Unies. Vous avez été désigné par le président de la République. C'est encore... Est-ce que c'est un mouvement politique, un acte politique, une action politique ou c'est vraiment... Comment peut-on caractériser
justement ce qui est en train d'être fait. C'est pour qui? Est-ce pour le président de la République ou pour les Nations Unies ou c'est pour le peuple de Guinée, y compris toutes les composantes, que ce soit acteurs politiques, acteurs de la société civile, population. Pour qui? Monsieur Parce qu'il faut le dire aujourd'hui aux Guinéens qui comprennent. Facilement, on peut caricaturer ici, dans ce pays, et banalement, une action qui peut être bénéfique pour l'ensemble des populations guinéennes peut être connotée. Je le dis par rapport à ça. Voilà, je vais vous dire, M. Condé, nous travaillons pour la Guinée. Je l'ai déjà dit, je vais vous le prouver. C'est vrai, à l'origine, ce travail a été commandé par le président de la République. Mais la base juridique, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un décret. Au-delà de la base juridique, il y a un fondement. Le fondement de la mise en place de la CPRN, de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, c'est l'engagement que l'autorité nationale a pris vis-à-vis des Nations Unies à s'occuper du traitement du passé de son pays. Un premier engagement. De cet engagement, les Nations Unies ont aussi pris l'engagement d'accompagner la Guinée dans le processus. C'est pour ça, Dany le rappelait tout à l'heure, cette kyrielle d'assistance dont nous avons bénéficié, ce n'est pas venu de rien, n'est-ce pas? Que le PNUD, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, l'UNICEF, le Fonds de consolidation de la paix s'engagent tous ensemble dans ce processus, ce n'est pas anodin. Donc, les Nations Unies ont pris l'engagement d'accompagner la Guinée dans le traitement de son passé via les mécanismes de justice transitionnelle, n'est-ce pas? Mais ce que je voulais dire, le président de la République, en mettant cette commission en place, il a appelé le grand imam de Conakry et l'archevêque de Conakry en un jour assez symbolique. C'était au cours d'un mois de Ramadan. Et dans ce mois de Ramadan, il a pris un mois, c'était le 15 août. Vous savez, le 15 août pour les chrétiens, c'est l'Assomption. Donc, il y a là une double symbolique vis-à-vis des deux confessions religieuses. C'était le mois de Ramadan. Ramadan pour les musulmans, c'était l'Assomption pour les chrétiens. C'est ce jour qu'il les a fait appeler pour lui dire qu'il va s'occuper de la réconciliation des Guinéens. Il dit, j'ai été trompé sur beaucoup de choses, mais j'espère que vous, pour les valeurs que vous incarnez, vous n'allez pas me tromper. Je vais vous donner le mandat d'aller à l'écoute des populations guinéennes dans leur diversité pour recueillir leurs perceptions, leurs avis et leurs attentes sur le comment mettre les Guinéens ensemble. N'est-ce pas? Mais ils se sont dit, les coprésidents et le président de la République se sont dit, les coprésidents ont dit, nous allons nous occuper de cela dans l'espoir que nous n'allons pas recevoir d'interférence. Le président de la République s'est engagé vis-à-vis des coprésidents qui ne va pas interférer sur leur travail. N'est-ce pas? Et les coprésidents se sont aussi engagés face au président de la République qui ne vont pas accepter d'interférence de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Donc, vous voyez, oui. Nous avons été cooptés comme conseillers des coprésidents sur cette base-là. Donc, les coprésidents nous ont coachés sur ce plan. Je vous assure, tout le long du travail que nous avons fait à travers tout le pays, nous nous sommes appliqués à démontrer aux Guinéens que nous sommes en train de travailler pour le pays. Et je vous assure, je le disais tantôt, au-delà des prières qui soutiennent ce processus, si aujourd'hui nous arrivons à ces résultats, c'est parce que effectivement les populations ont vu en nous, les acteurs ont vu en nous cette impartialité dans le travail, et c'est parce qu'ils savent que nous ne travaillons pas
soit pour le président de la République, soit pour un parti, soit pour ceci ou pour cela. Nous travaillons pour la Guinée et je pense que, in fine, les populations s'en sont rendues compte, les acteurs se sont rendus compte et c'est justement ce qui les amène à nous accompagner dans le processus, à s'impliquer dans ce processus. Merci bien, Elas. Oui. Bon, pour qui nous Vous êtes consultant. Nous travaillons pour la CPRN. Et ce qui me plaît beaucoup, nous sommes un cabinet africain, soit dit en passant. Et pour CPRN, je prends deuxièmement N, c'est nation. Et quand on s'intéresse à une nation, on ne s'occupe pas de détails. Vous savez, la réconciliation en Guinée n'est pas un débat nouveau, ce n'est pas une initiative nouvelle. Il y a eu, et le processus actuel a intérêt à capitaliser sur toutes les tentatives antérieures. Il faut avoir le courage de faire un saut qualitatif, de faire monter le débat à un niveau. Et dans ce pays et à l'étranger, il y a des Guinéens très intelligents qui savent que il faut arriver à colmater les brèches en essayant de faire les choses autrement. Et par rapport à on sera issu, ne sera pas consommable par un parti politique seul, pas par un gouvernement. Dans 10 ans, dans 20 ans, on en parlera encore. C'est pourquoi ce processus est historique. Et rater le train en ce moment, on peut le regretter demain. C'est pour ça que nous, notre effort consiste à faire en sorte que ce soit véritablement inclusif. Et nous sommes heureux de constater que cela l'est. Les coordinateurs ont été chargés d'identifier des personnes ressources qui vont servir à cela. Maintenant, la première question, le problème de logistique dont j'ai parlé là, ne peut pas être mis en lien avec la remontée parce qu'il faut que M. Sayon Keita sache que nous sommes dans le monde du numérique et que nous avons dans les différentes régions des points focaux qui sont équipés. Si je vous parle de débriefing, ce n'est même pas journalier ça c'est horaire. C'est-à-dire à tout moment, nous savons exactement que dans telle région, il y a tel nombre de personnes interviewées. Monsieur Aïda le précisait tout à l'heure qu'il ne peut pas donner de statistiques. Voilà, parce que ça évolue, ça évolue de minute à minute. Bon, mais également, nos coordinateurs ont été chargés d'identifier des personnes ressources qui vont servir à cela. Maintenant, la première question... le problème de logistique dont j'ai parlé là, ne peut pas être mis en lien avec la remontée parce qu'il faut que M. Sayon Keita sache que nous sommes dans le monde du numérique et que nous avons dans les différentes régions des points focaux qui sont équipés. Si je vous parle de débriefing, ce n'est même pas journalier ça c'est horaire. C'est-à-dire à tout moment, nous savons exactement que dans telle région, il y a tel nombre de personnes interviewées. Monsieur Aïda le précisait tout à l'heure qu'il ne peut pas donner de statistiques. Voilà, parce que ça évolue, ça évolue de minute à minute. Bon, mais c'est vrai, nous n'occultons pas non plus. Et vous savez, on ne peut pas se cacher le visage avec un doigt. Nous sommes des Guinéens. Nous avons nos problèmes ici. Les problèmes de logistique dont j'ai parlé, c'est les voitures, les véhicules dont nous avons besoin pour prendre, lorsque nous avons procédé à la formation de nos assistants de recherche pour les déployer sur l'ensemble. C'est de cela que je parle. Cela n'a rien à voir avec la remontée des informations parce que nous travaillons sur des systèmes quand même d'une certaine modernité, d'une certaine fiabilité qui nous permettent de recueillir les données en temps réel. Je vous en prie, M. Keita. D'accord. Voilà. Allez, on peut continuer. S'il y a des téléspectateurs qui... je sais que le sujet intéresse tout le monde. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, vous nous appelez au numéro... Est-ce qu'on peut afficher le numéro Barry? Non, oui, je crois que les téléspectateurs connaissent le numéro. Ben voilà, un appel qui nous vient de l'étranger, je crois c'est de Luanda. Allô? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va, merci. Oui, qui est là? C'est Marega Antigua. Marega? Oui. De Mieuxin, on a parlé de tout à l'heure. Un autre sujet plus important aussi. Oui. Je crois après Ebola actuellement, la réconciliation est le deuxième sujet. Oui. Bon, ce que moi j'ai à demander, est-ce que
coupables, des responsables qui ont causé cette séparation, ils sont prêts à aller envers la population demander pardon. Parce qu'on dit que nous, une erreur reconnue est à moitié pardonnée. Nous sommes tous des musulmans, croyants, chrétiens ou quoi. On le pardonne facilement. Est-ce que les responsables, les auteurs de ces crimes sont prêts à aller demander pardon? C'est ça ta question? Oui. Ok. Alors, Mariga, je précise que c'est voilà, vivant à Luanda. Donc, c'est pour vous dire que nos compatriotes à l'étranger sont très préoccupés par ce sujet. Oui. Nous nous réjouissons de l'intérêt que M. Mariga porte à ce processus. Hein. Mais nous disons que la réponse à sa question, c'est les conclusions de notre rapport, c'est les résultats des consultations qui vont nous le prouver. N'est-ce pas? Cela fait partie des questions qu'on a posées aux populations. On a dit, si vous étiez coupable de quelque chose que ce soit, êtes-vous capable de le reconnaître? Ça fait partie des questions qui sont en train d'être administrées aux populations. Et si vous le reconnaissez, êtes-vous capable d'aller, de demander pardon aux présumées victimes? Voilà. Donc, nous n'allons pas de ce plateau-là répondre à cette question, mais nous sommes sûrs que lorsque nous allons procéder au dépouillement et à la consolidation des données, nous pourrons savoir si les populations, si les personnes sont capables d'abord de reconnaître leurs fautes et ensuite d'aller à la demande du pardon. Mais je voudrais préciser à ce niveau que nous ne sommes pas la commission de réconciliation, n'est-ce pas? La réflexion. Nous sommes la commission de réflexion sur les modalités de mise en œuvre de la réconciliation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Guinéens soient... Voilà. Donc nous, ici, nous sommes juste en train de recueillir les opinions des gens pour cela. Hein. D'accord. Allez, on va... Alors, je pense que M. Mariga a bien compris la question. Dernier appel, et puis nous allons demander à nos invités... bon, je ne dirais pas un appel, je ne dirais pas un dernier mot, mais je dirais surtout, pas des recommandations, mais peut-être un conseil aux Guinéens pour l'attitude à prendre, à adopter. Oui. Plus de questions. Donc, on y va déjà? Oui, on y va. Bon, moi, ce que je dirais, ce que je demanderais aux Guinéens, c'est de saisir l'opportunité de ce processus pour se prononcer. L'exécutif aurait pu, de son bureau, mettre en place un processus de réconciliation. Mais il a dit non. Il a dit non. Je vais donner l'occasion aux Guinéens de se prononcer. Je veux connaître sa perception du processus de réconciliation. Je veux connaître ses opinions. Je veux connaître ses attentes du processus de réconciliation. C'est une occasion unique pour les Guinéens de se prononcer sur ce processus. Je veux que les Guinéens le comprennent ainsi et saisissent la perche. C'est important. Deuxièmement, j'ai donné tantôt une image de ce qu'est notre pays en matière de clivage. Il y a des pesanteurs qui nous tirent vers le bas. Si nous ne sectionnons pas les fils de cette pesanteur, nous ne pourrons pas nous n'allons pas émerger. C'est vrai que notre pays a connu un lourd passé, mais nous ne sommes pas uniques en ce genre. Beaucoup d'autres pays ont connu des problèmes, des contradictions. Nous voyons à côté le Rwanda qui est en train de se relever d'une chose beaucoup plus extraordinaire. Il est important que les Guinéens acceptent de se surpasser, d'abord en participant à ces consultations, et ensuite
en participant au prochain processus de mécanisme de réconciliation qui va être mis en place. Donc, moi, c'est juste ce que je vais dire, étant donné que le temps nous tient à la gorge. D'accord. Merci bien, Elhadj. Donc, participer, accepter de se surpasser en participant aux consultations et aussi faire des propositions à la réconciliation qui va se mettre en place. Oui, monsieur Aïda. Mais je dirais, dans le même ordre d'idée, que ces consultations nationales transcendent toutes les questions politiques habituelles. Il faut avoir le courage de le reconnaître et avoir la pertinence de s'impliquer pendant qu'il est temps dedans. Il faut dire aussi que le dispositif technique qui est mis en place pour accompagner la partie guinéenne dans ce processus est assez fort pour garantir la fiabilité de la démarche et la qualité des résultats qui seront issus de ces consultations. Il est facile pour les acteurs qui voudront de vérifier ce dispositif-là qui est en place à la CPRN, assez appuyé par les partenaires internationaux de la Guinée. Et en cela, ce que notre attente majeure, c'est que demain, les Guinéens soient assez fiers de dire nous avons conduit des consultations nationales avec un certain nombre de paramètres propres à notre histoire, avec des exigences par rapport à notre contexte, et nous sommes parvenus à des résultats qui sont à la hauteur des enjeux. Et cela est possible, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il y a plusieurs mécanismes pour aller à l'écoute des Guinéens. Il faut se renseigner. Le site cprn-guinée.org est là. Et nous attendons beaucoup aussi de la diaspora de la Guinée, qu'elle se manifeste pour prendre part à cette étape importante de la vie de la nation. En un mot, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Moi, je résume tout ça en disant, pour une fois que les Guinéens acceptent d'être naïfs dans leur intérêt et pour la paix. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est avec beaucoup de plaisir, de bonheur que nous vous avons accueillis. Voilà, nous vous souhaitons bonne route, bonne chance sur la route. Et comme vous le dites, en route vers la réconciliation nationale. Merci beaucoup. Merci infiniment. Le plaisir a été pour nous. C'était donc Elhadj Seni Fasciné Sila et M. Dani Aïda, représentant la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons tourner la page en musique et puis on retrouve un artiste pour la fin de cette émission. Il s'appelle Barry 8, c'est notre invité du mois. Il sera là dans quelques instants. À tout de suite. Merci. Dans notre pays ici, oui, dans notre pays, la Guinée, nous avons connu des moments glorieux, mais aussi une histoire très douloureuse. Nous ne voulons plus revivre ces événements. Jamais. Il est temps maintenant pour nous de nous réconcilier. Mais comment? Comment pouvons-nous nous réconcilier si personne ne nous écoute? Notre histoire est si complexe. Et Allah! La commission provisoire de réconciliation nationale est à notre écoute pour recueillir nos avis et suggestions sur comment voulons-nous nous réconcilier. À partir du 7 mars 2016, la commission provisoire de réconciliation nationale se rendra dans toutes les régions administratives pour organiser les consultations nationales. Guinéen, mon frère. Guinéenne, ma sœur. Ta voix compte dans ce processus de réconciliation nationale dans notre pays.
Ensemble, participons aux consultations nationales pour la réconciliation dans notre pays. Ceci est un message de la Commission provisoire de réconciliation nationale avec l'appui de PNUD, de l'UNICEF, de PBF et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.